Alors on va continuer avec une séquence qui sera consacrée à la santé. Et pour ça, on va accueillir le fondateur d'une des startups qui a la plus belle croissance en France depuis maintenant quelques années, qui va vous expliquer tout ça. On accueille en applaudissant Stanislas Neufchâteau, le fondateur et patron de Doctolib. Alors je vais te laisser parce que tout le monde, je pense que tout le monde connaît Doctolib de nom, mais tout le monde ne connaît pas l'aventure et les résultats de cette super startup. Donc je laisse Stanislas en quelques minutes nous la présenter, puis après on lui posera quelques questions. Bon, écoutez, bonjour. J'ai aussi des slides. Je vais essayer. Ok. Écoutez, c'est un grand plaisir que je suis là. Merci encore pour cette invitation. En gros, pour vous présenter Doctolib, donc moi je suis le fondateur de cette boîte, je l'ai créé il y a 3 ans. Je l'ai créé avec un constat assez simple, il y en avait 2. Le premier, c'est que l'accès aux soins, il est dur. Donc le parcours de soins des patients est compliqué. Il y a une opacité de l'information. Les délais d'attente sont longs, bref, c'est très dur. Et le second, c'est qu'il y a 1 million de professionnels de santé en France et qu'il n'y a pas d'outils pour simplifier leur vie. Et donc, quelques chiffres peut-être pour vous, si ça fonctionne. Faut viser la région. Ah, c'est bon. Donc il y a 1,5 milliard de prises de rendez-vous professionnels de santé en France, c'est 10 fois plus que le réseau d'hôtels. Aujourd'hui, il y a 570 000 praticiens, 1 million avec les infirmières. Et donc comment révolutionner ce secteur de 240 milliards d'euros en France? On a fait donc 2 choses. La première, c'est qu'on a fait un système pour les professionnels de santé. Donc pour eux, on fait un logiciel d'agenda avec des dizaines de fonctionnalités et services autour de la prise de rendez-vous en ligne, du CRM, de l'accueil des patients, la salle d'attente, etc., etc. Donc on est allé dans chaque cabinet libéral de France, en tout cas on essaye de le faire, et dans chaque établissement de santé pour aller créer un service pour eux. On a fait une seconde chose que vous devez plus connaître et voir, c'est qu'on a fait un site internet et des applications pour vous permettre, vous, patients, de prendre un rendez-vous en ligne, de trouver de l'info et de gérer votre historique de rendez-vous. Donc on a créé ça, on a aujourd'hui 9 millions de Français sur notre site par mois. Donc on est l'un des services les plus utilisés en France. On est la première plateforme de e-santé en Europe, même si on est pour l'instant qu'en Allemagne et en France. On travaille avec 25 000 professionnels de santé, 700 établissements de santé. Donc on a un bureau à Brest, à Lorient, à Vannes, à Rennes. Et donc on a des équipes un peu partout en France. C'est allé un peu plus vite que prévu, parce que comme je vous l'ai dit, on a créé ça il y a 3 ans, et on a aujourd'hui 350 salariés, 320 en France, une trentaine en Allemagne. Et pour moi, c'est que les débuts, en tout cas, j'espère. Si je vous prends quelques grands chiffres, le secteur de la santé en France, c'est 240 milliards d'euros, c'est 11% du PIB. L'innovation dans la santé, donc les technologies de la santé, c'est 3 milliards, donc c'est 1,3% de ça. Si on prend les États-Unis, aux États-Unis, le secteur de la santé, c'est 3 000 milliards de dollars, 16% du PIB. Et la technologie de la santé, c'est 75 milliards, soit 2,5% de ça. Et donc on a 5-10 ans de retard sur les États-Unis et des centaines d'innovations technologiques dans la santé à faire. Aujourd'hui, il y en a qui existent sur l'organisation du cabinet et l'organisation des hôpitaux. Donc nous, on a fait un agenda, un CRM, plein de fonctionnalités autour de ça. Mais il y en a peu qui existent sur les 3 axes complémentaires de la digitalisation de la santé. Le premier, c'est la relation entre le patient et le professionnel de santé. Le second, c'est la relation entre professionnels de santé, ou entre les hôpitaux et les professionnels de santé. Et puis enfin, le 4e axe, c'est faire du patient un acteur de sa santé. Donc permettre aux patients de mieux se soigner sans les professionnels de santé. Et donc nous, on essaye de faire quelque chose de simple, être les plus forts sur l'axe 1 pour simplifier le quotidien du praticien. Et grâce à ça, révolutionner les axes 2, 3, 4 pour in fine mieux soigner les gens. Donc on va recruter 2000 personnes dans les 3-4 prochaines années. Tout du moins, on va essayer de le faire un peu partout en France et en Allemagne, et peut-être dans d'autres pays d'Europe. Très bien. Merci beaucoup. Assieds-toi, hein. Pas de souci.
Alors évidemment, ça en impose 2000 personnes, ça fait rêver. On va peut-être commencer dans la salle en levant la main. Il y a Klaxoon, mais on peut en revenir aux vieilles méthodes. Qui a déjà utilisé Doctolib dans la salle? Alors ça commence à faire déjà pas mal. Les autres, il faudrait vous y mettre. Et d'ailleurs, mais peut-être que si vous n'y êtes pas encore, c'est parce que Doctolib n'est pas forcément présent partout de la même façon sur le territoire. Et c'est la première question que j'ai. La croissance que tu as est juste incroyable et ferait rêver n'importe quelle VC. D'ailleurs, elle les fait rêver. Comment est-ce qu'on réussit à avoir une telle croissance commerciale? Comment on recrute autant de médecins en aussi peu de temps? Quels sont les secrets pour scaler, comme on dit, passer à l'échelle en aussi peu de temps? En fait, en gros, le plus dur pour nous, mais pour toute start-up, mais spécialement dans les technologies de la santé, c'est qu'en fait, c'est un monde fragmenté où chaque praticien, chaque établissement travaille en stylo et où en plus il y a une inertie réglementaire, une inertie des pouvoirs publics. Et donc la somme de ça fait qu'en fait la technologie ne sert à rien, seul l'usage compte. Et donc en fait on s'en fiche complètement de la brique technologique. Évidemment on a 50 ingénieurs, j'ai 2 associés techno avec qui on a créé cette plateforme, mais seul l'usage compte. Et donc pour faire ça, faut aller voir les praticiens rue par rue. Et donc, il faut avoir des centaines de personnes, comme on l'a fait sur les 2 dernières années, pour aller au plus près des praticiens, pour leur fournir un service, et bien sûr l'accompagnement et la formation autour de ce service-là. Et donc, j'ai rencontré des dizaines de startups dans la santé en Europe, aux États-Unis. À chaque fois qu'ils commencent à me parler de technologie, je leur dis ça sert à rien. Seul compte d'aller voir les praticiens, qu'est-ce qu'ils utilisent et comment est-ce qu'ils peuvent transformer leur quotidien demain. Et donc, pour faire ça, il faut recruter une équipe dans une trentaine de villes en France. Et il faut bien sûr mettre des process autour de ça. Donc on a créé, on en avait un peu discuté, on a créé une Doctolib Academy, des Doctolib Management Academy, des Docto Training. Bref, on va assez loin dans l'orga des équipes. Et c'est pas parce qu'on est une boîte de juste 3 ans et en France qu'on peut pas aller loin sur fonder une équipe de sport, une Dream Team qui va créer ce service, créer cet usage pour transformer un secteur. Alors, Doctolib, c'est un secteur qui fait rêver aussi. Ce secteur-là, pas mal d'autres entreprises. Comme il y a eu des courses entre Take It Easy et Deliveroo, entre Lydia et Pumpkin, on n'en a pas parlé ce matin. Vous aussi, vous avez un concurrent assez féroce qui s'appelle Mon Docteur. Alors, comment est-ce que et pourquoi vous êtes meilleur que Mon Docteur d'ailleurs, et pourquoi vous allez gagner la guerre contre Mon Docteur? En fait, des concurrents, on en a plein. Là, dans les derniers pitchs que j'ai entendus ou dans les présentations, souvent on se dit qu'il n'y a pas de concurrents. Nous, des concurrents, on en a plein. Et des concurrents dans notre secteur, on en a plein. Et qui existent d'ailleurs depuis bien plus longtemps que nous. Puisque c'est Lagardère, Vivendi, Page Jaune, 3 groupes qui ont créé leur service. Lagardère étant Mon Docteur depuis 2006 et 2007. Nous, en gros, aujourd'hui, on a autour de 80% du marché de la prise de rendez-vous sur Internet. On croit entre 5 et 10 fois plus rapidement que nos concurrents. Et pourquoi? Usage, service, équipe. Et donc, oui, on a plus de fonctionnalités, oui, on a une infrastructure, oui, on a une anonymisation des données, de la sécurité, etc., etc. Mais in fine, ce qui compte, c'est quel service tu apportes aux professionnels de santé et aux patients et comment tu accompagnes tes professionnels de santé dans le temps. Et donc, quand on gagne des grands appels d'offres comme la Générale de Santé, comme Elsan, Vivalto, la PHP, puisque on vient de remporter la PHP, donc l'ensemble des 9000 praticiens de la PHP seront réservés en ligne. Seul l'accompagnement et le service va faire la différence. Alors ça, c'était ma question suivante. La PHP qui a signé avec vous, c'était quelque chose qui était probablement pas possible dans les hôpitaux en France il y a quelques années, travailler avec une start-up. C'est-à-dire que les hôpitaux français sont aujourd'hui en train de changer et de se digitaliser? Alors, c'est relativement long. Donc je voyais en arrivant hier soir à Brest, à l'aéroport, qu'il y avait des pubs pour le CHU. Donc je me disais qu'il faudrait peut-être que j'allais les rencontrer, donc peut-être que j'essaierai de le faire lundi. C'est effectivement le fonds de dotation du CHU de Brest, Innovéo, qui vient de se lancer. Ouais. Exactement. Et donc non, c'est forcément très long, mais c'est la première fois dans l'histoire de la PHP qu'ils font confiance à une start-up. C'est la première fois qu'ils font confiance à une boîte en SaaS, c'est-à-dire avec des données pas hébergées chez eux. Et donc, c'est venu essentiellement de Martin Hirsch, qui est donc le CEO de la PHP, qui en gros s'est rendu compte de ce qui se passait, s'est rendu compte qu'on avait 9 millions de Français sur notre site, qu'il y avait déjà 7 millions de Français qui avaient un compte sur Doctolib et qui prenaient des rendez-vous tous les jours. Et donc, il s'est dit, bah écoute, l'assistance publique, c'est le premier employeur d'Île-de-France, 100 000 salariés.
comment je vais faire pour révolutionner la PHP et pour désengorger mon secrétariat, améliorer l'accès aux soins, réduire les délais d'attente et juste fluidifier le quotidien des patients. Et donc, c'est le tout début du processus. Ça va être très long. On est sur un marathon. Moi, je dis souvent à mes équipes, vision 2030, transformer la santé, améliorer l'efficacité du système. Et donc, si on peut commencer avec les praticiens libéraux, c'est mieux. Si on peut continuer avec les hôpitaux publics, c'est également très bien. Alors là, vous allez vous lancer à l'international. On peut se dire que les systèmes de santé sont assez indépendants les uns des autres. Il y a des spécificités, etc. Comment est-ce qu'on lance Doctolib en Allemagne, par exemple? Alors, je dois vous dire que c'est quand même assez compliqué. En France, en gros, ça a explosé. Maintenant, on a une courbe exponentielle et on a une équipe incroyable. En Allemagne, donc on a lancé ça en septembre dernier. Le plus dur pour nous en Allemagne, c'est de recruter. C'est même pas d'aller voir les professionnels de santé, c'est de constituer notre équipe. On a une 30aine de personnes, il y a 150 personnes qu'il faut qu'on recrute en Allemagne, donc c'est ça le plus dur. Le second point, c'est la protection des données. Donc j'ai vu qu'il y avait une question sur ça. Nous, on va très loin puisqu'on a des données anonymisées, on a un hébergeur agréé de données de santé en France, validé par le ministère de la Santé. Le problème, c'est qu'en Allemagne, ils ont d'autres contraintes et d'autres réglementations. Et puis le troisième point, c'est que le marché allemand, alors je sais pas si certains d'entre vous, chefs d'entreprise, ont essayé de se lancer sur le marché allemand, mais c'est un marché très décentralisé avec des réseaux locaux. Et donc il faut également qu'on reconstitue, comme on l'a fait en France, les réseaux de professionnels de santé et d'établissements de santé. Donc encore une fois, nous on n'est pas un modèle full web. Bien sûr, on est une techno en SaaS, on est un software, mais on est surtout un modèle de proximité et un modèle de société. Et donc forcément, ça passe par tous les lenders, ville par ville en Allemagne. Très bien. On va prendre une dernière question qui est la question plébiscitée par le public. À quand les avis sur les médecins? C'est vrai que toutes les autres plateformes le proposent. Est-ce que c'est possible? Et puis, est-ce que vous allez le faire? Alors, est-ce qu'on a le droit de le faire? Oui. Est-ce que c'est compliqué pour nous de le faire? Oui. Est-ce qu'on va le faire? Non. Pourquoi? En gros, parce que on pense que la médecine, c'est pas du commerce. Et que c'est très dur pour un patient de donner son avis sur un médecin, parce que moi, qui me suis fait opérer du pied, ou qui, comme vous l'avez vu, bégaye, je préfère qu'un médecin me soigne bien, et je préfère rentrer chez moi et pouvoir faire du sport, ou mieux parler, plutôt qu'il soit gentil. Alors, si en plus, il peut être gentil, et son cabinet peut être bien, c'est quand même mieux, mais en tout cas, je préfère être bien soigné. Et donc, on va pas faire d'avis. Par contre, est-ce qu'on va essayer d'élargir la recommandation? Est-ce qu'on va essayer de créer une communauté de praticiens qui va permettre d'envoyer des patients de praticien en praticien? Oui. Et donc c'est comme ça, je pense, qu'on va permettre de fluidifier encore plus l'accès aux soins qu'on ne le fait. Très bien, merci beaucoup Stanislas. Si vous avez d'autres questions, Stanislas est là toute la journée et puis ce soir, donc n'hésitez pas à aller le voir. Il nous a vraiment fait le plaisir d'être là aujourd'hui et je pense qu'on peut l'applaudir. Merci. Alors, on va continuer tout de suite dans la santé. Là, c'est vrai qu'on a parlé de digitalisation de la médecine, du cabinet médical dans son organisation. Là, on va aller un peu plus loin dans la digitalisation de l'acte en tant que tel, et notamment de la cardiologie. Et pour cela, on accueille avec grand plaisir un local de l'étape, puisqu'il est finistérien, Yann Fleureau.